ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. J'accueille également Laurence Cohen, bonjour, sénatrice communiste du Val-de-Marne. On vient de l'entendre, vous allez déposer dans les prochains jours une proposition de loi pour protéger les victimes mineures de viol et éviter la notion de consentement. J'accueille également sur ce plateau Violaine Guérin, bonjour, vous êtes gynécologue, endocrinologue, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Et j'accueille Jackie Coulon, bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, d'ailleurs, Jackie Coulon. Comment peut-on expliquer cette décision de justice qui a considéré finalement que les faits commis par l'agresseur, je rappelle âgé de 28 ans, relèvent plus de l'atteinte sexuelle, un délit passible de la correctionnelle, et non pas du viol? Le critère principal pour distinguer les agressions sexuelles et le viol d'une part et les atteintes sexuelles d'autre part est l'élément de contrainte. Contrainte, comme l'indiquait à l'instant le sujet, contrainte, menace, violence ou surprise. Il est vrai que la contrainte peut être morale ou physique, mais si l'un de ces éléments manque, il n'est pas possible de retenir la qualification d'agression sexuelle ou de viol. La différence entre l'agression sexuelle et le viol étant, d'une part, pour le viol, une pénétration sexuelle et pour l'agression sexuelle, un acte sexuel, un attouchement sexuel sans pénétration. Donc, l'élément essentiel dans le dispositif juridique actuel, c'est le plus souvent, c'est contrainte, violence, menace ou surprise. En l'occurrence, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de contrainte, en tout cas pas d'éléments pouvant établir la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et dans ce cas, lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans, donc ça peut constituer une atteinte sexuelle qui est punie d'une peine de 5 années d'emprisonnement. Et d'ailleurs, il y a une possibilité pour une atteinte sexuelle sur un mineur entre 15 et 18 ans lorsque les faits ont été commis par un ascendant ou par personne ayant autorité sur la victime. Donc le critère essentiel, c'est de savoir s'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise pour distinguer le fait de viol de l'atteinte sexuelle qui est un délit. Pourtant, Laurence Rossignol, d'autres pays européens sont beaucoup plus sévères sur cette notion de consentement. Elle est complètement bannie chez nos voisins européens, en deçà parfois de l'âge de 15 ans. Oui, mais parce que moi, je ne veux pas faire un rose sur les juges qui ont prononcé cette décision. Ils l'ont fait, effectivement, leur décision est conforme au code pénal. Mais ce que le code pénal ignore, pour le moment encore, c'est l'évolution de la connaissance sur la question de la contrainte physique, morale, des victimes d'agressions sexuelles ou de viol. Et en particulier, ce que le code pénal ignore, c'est la sidération. La sidération qui tout le temps revient. C'est-à-dire qu'on entend souvent, là on est sur le cas, on a deux sujets, c'est le cas de la minorité, mais il y a aussi le sujet du viol, de la qualification de viol en général. Dans la qualification de viol en général, on entend souvent dire, mais la victime, en fin de compte, ne s'est pas défendue. Voilà. Et le fait que la victime ne s'est pas défendue vaut présomption de consentement. Or, ce que l'on sait, parce qu'on a travaillé sur des sujets qui n'intéressaient... Avant les féministes, ces sujets n'intéressaient personne, disons-le clairement, où ils faisaient partie de la culture globale du viol dans laquelle on évolue depuis des centaines d'années. Et maintenant, on sait qu'on a identifié dans le comportement des victimes ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire que la victime est paralysée par la contrainte morale, psychologique qu'exerce sur elle l'agresseur. Et donc, il faut que le code pénal prenne aussi ça en compte à l'avenir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ne mette pas une présomption quasi irréfragable de non-consentement lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà, une petite fille de 11 ans, c'est une enfant. Donc, la question de son consentement n'est même pas discutable. Voilà, le code pénal pour le moment, on ne la prend pas en compte. Il faut la prendre en compte. Laurence Cohen a dit qu'elle ferait une proposition de loi. J'en ferai une aussi. Peut-être on en fera une toutes les deux. Ou du moins, on s'arrangera pour que la première qui arrive à passer dans la niche parlementaire soit soutenue par l'autre. On pourra peut-être essayer de faire niche commune pour une proposition de loi de ce type. Mais il est indispensable, parce que ce n'est pas qu'un sujet de code pénal, c'est un sujet global de protection de l'enfance et aussi, comme toujours avec le droit pénal, il y a un effet, bien entendu, de l'efficacité pénale, mais il y a aussi le message qui est lancé à la société, ce que l'on dit
à la société. Non, un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un enfant. Si c'est le cas, c'est un viol et le non-consentement doit être présumé. Laurence Cohen, pourquoi faut-il ce type d'affaires pour qu'on se rende compte qu'il y a une sorte de vide juridique ? Écoutez, parce qu'effectivement, là, il en a été beaucoup question. Malheureusement, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de protection réelle des victimes. Que ce soit d'ailleurs des enfants, que ce soit les femmes d'une manière générale. Et sur le viol notamment, il y a une culture dans notre société, une culture du viol, qui fait que de toute façon, quelque part, la victime soit avait provoqué, soit avait consenti. Et c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est grave ? D'abord parce que, ne serait-ce que déjà poser la question qu'une enfant de 11 ans puisse suivre quelqu'un de 28 ans sans être du tout sous l'emprise quelconque de cet adulte. Ne pas entendre sa parole. Moi, j'ai été extrêmement frappée quand Laurence Rossignol parle de sidération. Il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont été faits ces dernières années. Je pense à Muriel Salmona qui a vraiment des études très détaillées. La sidération, ça veut dire qu'à un moment, il y a sidération et dissociation. Bon. Et donc, à partir de là, cet enfant de 11 ans, elle ne pouvait pas dire ces mots, sidération, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à sa maman ? Elle a dit « j'étais comme un automate ». Eh ben, je trouve que cette phrase « j'étais comme un automate » résume vraiment bien ce qu'elle a dû vivre. Et le fait que la justice, donc même s'il y a un vide dans le code pénal, c'est à nous, législateurs, de le combler. Mais je trouve qu'il y a double violence. Elle subit donc cette violence d'un homme de 28 ans, qui pour moi est un criminel. Il a violé. Et elle subit le fait qu'on lui dise que finalement, elle était consentante. Donc on n'écoute pas sa parole, on n'entend pas sa parole. Et quand je dis qu'il y a des traumatismes psychologiques graves, il y a aussi des conséquences physiques sur les enfants, les personnes qui sont victimes de ces viols. Donc c'est très très important d'avoir une loi. Et je finirai juste par un mot. Moi je suis très contente que, quelles que soient nos familles politiques, il y ait plusieurs propositions de loi qui soient faites sur le sujet, parce que comme ça, on aura des chances d'aboutir dans l'intérêt des victimes. Et c'est pour moi le plus important. Je peux dire juste un mot avant de donner. Juste un mot pour dire qu'on va faire des propositions de loi, mais on sait que le temps d'initiative du Parlement et du Sénat est relativement bref. Moi, j'appelle d'abord la garde des Sceaux à se saisir du sujet et à déposer elle-même un projet de loi ou à demander l'inscription de nos propositions de loi. C'est à la garde des Sceaux aussi de prendre l'initiative sur ces questions. Violaine Guérin, est-ce que vous pensez qu'une modification de la loi telle que la proposent les deux sénatrices sur ce plateau sera suffisamment protectrice avec ce seuil, cette limite de non-consentement à 13 ou 15 ans ? C'est important de le poser dans la loi. Il faut dire que quand même, de façon générale et assez souvent, les magistrats et les avocats considèrent tout ce que vous avez dit et on n'est pas toujours dans ce type de situation. Donc là, on est sur une situation particulière et on est interpellé effectivement par cette situation, mais c'est quand même mieux quand c'est écrit. Et par exemple, les Canadiens qui sont très en avance sur le sujet de la violence sexuelle n'avaient pas dans leur code pénal il y a quelques années cette notion de consentement et elle est tellement importante qu'ils l'ont vraiment écrite ces dernières années. Donc c'est fondamental qu'on fasse également cela. Et puis effectivement, avec le recul, on s'aperçoit que le corps parle, que des pathologies même somatiques sont des conséquences de ces violences sexuelles, pas seulement des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Donc il est urgent que la société prenne conscience de la gravité de toutes ces violences et des conséquences qu'elles engendrent. Et effectivement aussi de ne pas se retrancher, parce que souvent on entend des débats sur la baisse de l'âge des premières règles et il faut prendre en conscience qu'il y a quelques années, quand on n'était pas sous tous les perturbateurs endocriniens et certaines évolutions de la société, qu'en Europe, l'âge des premières règles était à 17 ans. Donc aujourd'hui, on fait un amalgame entre la baisse aussi de cette puberté et la possibilité de consentir à des violences, à des rapports sexuels, ce qui n'est pas juste. Jackie Coulon, que disent les magistrats ? Est-ce qu'ils s'en demandent d'une clarification de la loi, justement, de faire comme nos voisins européens, d'avoir ce seuil de non-consentement à 15 ans ? Ça faciliterait peut-être la lecture de la loi, de l'analyse des juges ? Il est vrai qu'effectivement, des législations étrangères ont fixé un seuil pour le consentement. Ça n'a pas été le choix du 16 ans législateur. En Angleterre, par exemple. Ça n'a pas été le choix du législateur français jusqu'alors.
mais je dois dire que s'il y avait un seuil qui était fixé par la loi, évidemment, ce serait appliqué par les magistrats qui appliquent la loi, et ce serait plus facile aussi d'appliquer, puisqu'il y aurait un seuil ou un plafond, comme on voudra, à partir duquel il ne pourra pas y avoir de contestation sur ce point. Donc nous n'avons pas, d'opposition à cette... Si je peux me permettre, les magistrats ont fixé le seuil, puisqu'un arrêt de la Cour de cassation qui fixe à 5 ans le seuil du non-consentement. Je pense que le seuil est bas. 5 ans. Voilà, mais les magistrats voilà, la Cour de cassation a considéré qu'en deçà de 5 ans, il y avait une présomption de non-consentement. Je crois qu'il faut qu'on ait une discussion sur l'âge retenu par la Cour de cassation, mais nous, Parlement, nous, législateurs, nous prenons nos responsabilités. Moi, j'attends pas des magistrats qui fassent à notre place le travail législatif. Pour autant, quand il y a déjà une décision de la Cour de cassation, ça aide pour continuer. Jackie Coulon aussi. Pourquoi la différence d'âge aussi, dans ce cas, n'a pas forcément présumé de la contrainte ? Alors là, n'ayant pas connaissance des éléments du dossier, ni même des arguments qui ont pu être échangés, puisque, d'après ce que je sais, il avait été soulevé l'incompétence du tribunal par les parties civiles en invoquant l'absence de consentement fondée sur l'âge. Je dois dire que je n'ai pas assisté au débat, je n'ai pas eu accès au dossier, et je ne sais pas quels sont les éléments qui ont été déterminants. Ce que je constate, ce que j'en conclus, c'est que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour dire qu'il y avait des actes de contrainte de la part de l'auteur sur la victime. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que le code pénal et le juge pénal se placent d'abord dans l'optique de ce qu'a voulu et ressenti l'auteur. L'auteur doit avoir conscience de l'absence de consentement de la victime, ce qui pose toute la difficulté de l'état de sidération dont vous parliez. Alors, lorsque c'est une enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, à mon sens, il n'y a pas à discuter s'il y avait consentement ou pas. Mais quand on se trouve avec une plaignante qui est adulte et qui peut aussi avoir cet état de sidération, eh bien, la discussion peut porter non seulement sur le fait que la victime n'était pas consentante, parce qu'elle se sent véritablement violée parce qu'elle n'était pas consentante, mais il faut aussi que l'auteur ait, lui, conscience de l'absence de consentement, et il faut qu'il ait la conscience qu'il commet un acte de contrainte morale, et cet élément doit être discuté, prouvé, en l'état actuel du droit, en tout cas. On parlait tout à l'heure de la législation canadienne. Effectivement, au Canada, la législation n'est pas la même qu'en France, et c'est pratiquement à la personne qui est poursuivie de prouver que la victime n'était pas consentante. Ce qui n'est pas tout à fait le même schéma. Laurence Cohen, Oui, moi je veux insister sur ce qu'on vient d'entendre, donc qui reste dans le cadre évidemment de la loi. Mais c'est quand même extrêmement choquant, et c'est pourquoi il faut modifier la loi, d'entendre que finalement quelqu'un de 28 ans n'aurait eu aucune ascendance sur cet enfant de 11 ans. Nier que cette petite fille ait pu avoir peur, ait été même terrorisée, et penser qu'il faille réfléchir à un consentement ou un non-consentement d'un acte sexuel. Mais là, on est sur un viol. Or, les victimes de viol, quel que soit leur âge, elles sont toutes en état de sidération et de terreur. Et c'est lourd de conséquences, parce que quand elles arrivent à porter plainte, et il y en a très peu qui arrivent à porter plainte, quand elles sont entendues dans les commissariats, elles ont une attitude tellement de distanciation que bien souvent c'est interprété comme finalement c'est pas si grave que ça, il n'y a pas tellement de conséquences, on ne les voit pas, elle a l'air d'être indifférente. Et il n'y a pas une réflexion sur le fait que, vu le choc qu'elle a subi, elle a cette attitude-là. C'est pourquoi c'est extrêmement important à la fois de modifier la loi, à la fois de poursuivre, d'améliorer, d'amplifier les formations au niveau des policiers, mais au niveau des magistrats. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Et puis, je crois aussi que c'est extrêmement important d'arrêter de déqualifier les viols. Pour moi, comme pour les associations féministes, comme pour beaucoup, eh bien, un viol doit passer en cour d'assises. Et donc, à partir de là, parce qu'on donne quand même un signal à l'auteur. Là, le signal qu'on donne, il a 28 ans, il a violé quelqu'un de 11 ans, finalement,
c'est pas grave. Et donc, il y aura d'autres prédateurs qui se frotteront les mains devant une telle sentence. C'est fondamental Clémente. pour qu'on y voit clair, effectivement, qu'un viol doit être jugé aux assises parce que ça entraîne une confusion dans les chiffres, etc. Mais d'autre part, il faut aussi qu'on fasse un gros travail dans ce pays par rapport à la sexualité. Parce que nos enfants reçoivent de la pornographie en permanence, on a des jeux vidéo où on gagne des vies si on viole une femme, par exemple. Donc, on a aussi cette notion de consentement. Ça rejoint cette culture du viol qu'évoquait Laurence Rossignol. Moi, j'aime pas le mot culture du viol, mais j'aurais pas le temps dans l'émission d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est d'être dans le respect. C'est très important et il y a une confusion aujourd'hui chez nos jeunes parce que par exemple quand je reçois des jeunes femmes en consultation, des jeunes filles, aujourd'hui ça peut leur paraître banal d'avoir des rapports avec 2 hommes à la fois après avoir pris un contact sur Facebook et ça c'est pas ça la sexualité. Donc il y a une confusion entre la pornographie et beaucoup d'autres attitudes et je pense qu'il faut vraiment mettre en place toute cette prévention, réexplication, même aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas ce que c'est qu'une sexualité épanouie, non violente. Donc là, on a un gros travail à faire également, et autour du consentement, là encore, et du respect. Laurence Rossignol, je voudrais également vous entendre sur l'erreur sur l'âge du mineur qui parfois peut être cause d'exonération. Là aussi, il faut peut-être réévaluer la loi, c'est-à-dire... l'auteur ? Oui, l'auteur a estimé peut-être qu'elle n'avait pas 11 ans, qu'elle était plus âgée. Ah oui, pas l'âge de l'auteur, l'âge de la victime. La perception. La perception par l'auteur. Comment dire, quand c'est une histoire qui se joue entre 15 et 16 ans et demi, on peut encore entendre ça. Quand il s'agit d'une petite fille de 11 ans, c'est inaudible. Voilà, ce n'est pas recevable. C'est pourtant l'argument c'est l'argument de l'avocat, mais l'avocat est là pour défendre son client et pour essayer de lui épargner le plus possible de peine. Donc, ce n'est pas parce que l'avocat le dit que c'est vrai. Mais voilà, ceci dit, ce n'est pas acceptable. Mais on est plus globalement, et ce que vous disiez, Violaine, à un instant, est très important. C'est un problème d'abord pour moi de protection de l'enfance. Et ça doit être relié avec les questions, par exemple, d'accès des enfants à la pornographie. Moi, j'avais engagé un travail sur la période où j'étais ministre, chargée de l'enfance, pour protéger les enfants d'un accès précoce aux sites pornographiques. Ce qui aujourd'hui est un vrai problème, parce qu'on a des gamins de 10-11 ans qui pensent que la sexualité, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Et quand on sait par ailleurs que la pornographie sur Internet est de plus en plus trash, violente, extrême, pour ce que vous disiez il y a un instant, il est nécessaire. C'est pas compliqué, je dis simplement. Comment on protège les enfants ? Moi, j'avais trouvé, il faut juste une discussion un peu serrée avec les opérateurs. Il faut que le contrôle parental soit installé par défaut, a priori, sur tous les terminaux. Ça va pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et puis après, les parents doivent rentrer un code pour enlever le contrôle parental. Il y aura forcément, ça ne sera pas du 100% de réussite, mais c'est toujours mieux qu'aujourd'hui où les parents n'installent pas le contrôle parental parce qu'ils doivent faire la démarche. Les opérateurs peuvent le faire et il suffit d'être un peu ferme avec eux pour leur demander de le faire. Voilà, ils le savent. Donc moi j'attends aussi, j'ai un tout petit souci en ce moment, c'est quelle est la position du gouvernement, quel est l'engagement du nouveau gouvernement sur les sujets de protection de l'enfance que j'ai portés, qui sont des sujets vastes. Alors qu'on va revoir les chiffres, si vous voulez bien, Laurence Rossignol. En 2016, il y a eu 16 000 plaintes pour viol, dont 8 000 sur mineurs. On va voir ça tout de suite. C'est un phénomène qui s'amplifie, en fait, Laurence Rossignol. Alors on verra peut-être les chiffres tout à l'heure. 16 000 plaintes pour viol de mineurs. On ne sait jamais. Sur ces sujets-là, on ne sait jamais si ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation ou c'est la commission, ou ce sont les faits. J'ai tendance à penser que ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on libère la parole et plus les victimes portent plainte et sont aidées à porter plainte. Le problème, pardonnez-moi, il n'est pas simplement dans ces chiffres-là, il est dans le taux d'affaires qui se termine par une condamnation pénale. Et là, je crois qu'on est... Si ma mémoire est bonne, les statistiques sont 10% des faits donnent lieu à des plaintes et 10% des plaintes donnent lieu à une condamnation. Parce qu'il y a un sujet dont il faut qu'on discute un jour sérieusement. Est-ce que la justice pénale a pour fonction de punir l'auteur ou de réparer la victime ? Et on n'est pas clair. On est dans l'ambiguïté encore là-dessus. Et je sais que le monde du pénal est réticent
à ce que son rôle soit un rôle de réparation, et il s'en tient. Votre réponse sur ce point soulevé par Laurence Rossignol, les deux, on a envie de dire certainement. Exactement. Exactement, les deux. D'abord, au premier chef, le rôle du juge pénal est de punir l'auteur des faits qui a commis des faits contraires à la loi. Et la législation française a ça de bien, parce que pour le coup, c'est pas le cas de toutes les législations en Europe. C'est la possibilité de se constituer partie civile, de demander réparation de son préjudice, d'insister sur le préjudice qui a été causé, ce qui peut être aussi l'occasion d'interpeller l'auteur sur les conséquences des faits qu'il a commis, parce qu'il n'en a pas toujours une conséquence aussi accrue que ce qui devrait être le cas. Et puis ensuite, donc, le juge pénal accorde alors des dommages-intérêts. Alors forcément, c'est de l'argent, et le préjudice est tel que finalement, c'est pas de l'argent qui va réparer le préjudice. Moi, je voudrais quand même dire que sur les 10% dont il était question, il y en a 60 à 70% qui sont classés sans suite. Et il y en a 15 à 20% qui sont déqualifiés. Donc on voit bien là qu'il y a un problème de fond, où effectivement on ne reconnaît pas à une victime de viol d'avoir été violée. Et là, je parle de toute victime de viol, que ce soit enfant ou femme. Donc on est là dans des chiffres qui sont extrêmement importants. Et vous voyez, on est quand même... Moi, je trouve qu'on peut discuter, on peut ouvrir à d'autres sujets. La pornographie, ça concerne effectivement, il faut protéger les enfants, les ados, etc. Mais les adultes, ils vont aussi largement, et ça leur entraîne aussi une certaine conception des choses. Mais c'est surtout qu'on est quand même dans une société où finalement, la femme, la petite fille, ce sont des objets. Et à partir de là, eh bien, vous voyez, finalement, est-ce que quelque part, elle n'en avait pas envie ? Et ça, je crois que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on ait aussi comme débat, et que ces propositions diverses de loi puissent aller jusqu'au bout des choses. Une victime de viol doit être protégée, et encore plus quand elle est mineure. Oui. Violaine Guérin, pardon. Alors, Violaine Guérin, moi, je voudrais insister sur le problème des chiffres que vous donnez, parce qu'il faut rappeler que le Conseil de l'Europe a rappelé qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. En France, on minimise en permanence les faits, les statistiques. On n'interroge jamais les mineurs sur le sujet des violences sexuelles, et même les études publiées régulièrement par le ministère de l'Intérieur, par exemple, ne concernent que les adultes. On interroge les cohortes 18 ans, ou maintenant c'est 20 ans, 65 ans ou 69 ans, et on occulte complètement la parole des enfants. Donc il faut réaliser qu'on est dans des ampleurs bien plus importantes. Et en matière de chiffres, je voudrais aussi préciser qu'en étant à 15 ans... Voilà, on voit le chiffre. En étant à 15 ans sur la majorité sexuelle en France, on est déjà en dessous de la majorité des pays européens, des pays anglo-saxons qui s'attaquent au sujet, puisque la moyenne, elle est déjà à 16 ans. Oui, voilà, donc c'est important de réaliser ça aussi. Alors, on connaît les chiffres d'atteinte sexuelle sur les mineurs par le biais des grandes enquêtes en VEF, et puis celle qui est en cours en ce moment, dont le nom m'échappe à cet instant, parce qu'on pose la question à des majeurs du moment où ils ont subi des atteintes sexuelles. Et c'est là qu'on voit surgir les atteintes sexuelles sur les mineurs. Par rapport à ce que disait Laurence Cohen il y a un instant, je veux juste dire, il y a une dimension effectivement patriarcale, domination masculine sur les femmes, incontestable, mais je souhaite qu'on parle aussi des petits garçons. Parce qu'il n'y a pas que les petites filles qui sont victimes de violences sexuelles, les petits garçons sont aussi victimes de violences sexuelles. Et d'un certain point de vue, en ce qui concerne leur consentement, il est moins supposé que pour les petites filles. Voilà, ils ont peut-être mais ils sont encore moins crus d'un certain point de vue, les petits garçons, sur les violences sexuelles. Mais il faut toujours avoir en tête qu'en ce qui concerne les enfants, c'est filles et garçons qui sont victimes de violences sexuelles, et avec des ravages psychologiques et physiologiques durables. Oui, et il faut préciser que chez les enfants, il y a des auteurs hommes et des auteurs femmes aussi de violences sexuelles. Et ça, la société a du mal à le voir. C'est de plus en plus publié au niveau médical. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Oui, la famille est par définition bonne. C'est ce que j'allais dire.
Laurence Cohen, ensuite Jackie Coulon. Oui, je vais être très rapide, mais je veux dire que effectivement tout ce qui est dit est exact. Après, au niveau des chiffres, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais la proportion est totalement différente. Ce sont les principales victimes sont des femmes, des petites filles, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger évidemment les petits garçons. Quelqu'un qui viole, un violeur, il récidive. Et on voit et c'est dans le proche cercle, ça peut être familial ou de connaissances. Il faut voir quand même que les violences, je finis là-dessus, c'est quand même dans le cercle des proches, de la famille, et on n'est pas dans l'espace public. C'est pas là où il y a, hélas, je veux dire, enfin hélas, pas hélas, mais je veux dire que on sait pas. On pense qu'on peut être préservé dans la famille, et malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de violences de cet ordre-là. Jackie Coulon, et ça sera le mot de la fin avec vous. Sur l'importance du nombre de plaintes qui ne sont pas suivies de condamnation, on peut l'expliquer par le fait qu'il y a une présomption d'innocence, et qu'il faut donc renverser cette présomption d'innocence en prouvant que la victime la plaignante en tout cas, a effectivement été victime des faits qu'elle dénonce. Et comme on vient de l'indiquer à l'instant, souvent ça se passe dans un cercle fermé, on n'a pas de témoins. Alors éventuellement on peut avoir des traces physiques, mais va-t-il falloir que les traces physiques soient suffisamment déterminantes pour entraîner non seulement l'existence des faits, mais aussi, et il faut les imputer à la personne qui est visée dans la plainte. Tout ça fait des difficultés au cours de l'enquête, et si l'enquête n'arrive pas à établir ces faits-là, la présomption d'innocence l'emporte nécessairement, et c'est ce qui explique le taux important de classement sans suite. L'absence de poursuite ne signifie pas que les magistrats du parquet n'ont pas conscience de la gravité des violences sexuelles, sont machistes ou considèrent que les enfants sont des objets sexuels. Non, pas du tout. Tout le monde, il y a des formations qui sont faites à l'École nationale de la magistrature, il y a une évolution des sociétés, des esprits aussi. C'est sûr qu'il y a une évolution. Et de ce point de vue-là, les magistrats sont parfaitement conscients de la gravité des faits de violence sexuelle et de leurs conséquences. Mais pour autant, il y a aussi ce principe de présomption d'innocence qu'il faut renverser. Pardonnez-moi, la protection de la victime. C'est surtout le principe de réalité de la surcharge des tribunaux, c'est que les magistrats savent que dans ces affaires-là, harcèlement sexuel, harcèlement moral, agression sexuelle, c'est parole contre parole. Ils pensent que les affaires, en grande partie, n'aboutiront pas à la condamnation, et ils font le tri entre les affaires qui vont aboutir et les affaires sur lesquelles il y a des doutes. Et c'est directement lié à l'insuffisance des moyens dans les parquets. Pas seulement, il y a quand même la mise en doute des paroles des victimes. Là, on l'entend. On met en doute ce qu'un enfant dit, on met en doute ce qu'une femme dit, alors que ça devrait être le contraire. Après avoir été agressé, avoir été violé, il faut au contraire qu'il y ait une écoute bienveillante qui va permettre effectivement d'établir les faits. Bien, merci Laurence Cohen. Merci à vous Laurence Rossignol. Merci Jackie Coulon. Merci Violaine Guérin d'avoir participé à ce débat.